activer le son. Allumer le partenaire. Admettre. C'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Comme prévu, donc, on va commencer le cours des halogènes. Ici, vous avez une présentation du cours qui, donc, est-ce que vous avez reçu le cours en PDF? Normalement, il y a des choses à dire. Oui, très bien, très bien. Donc, on va commencer par une introduction, l'état naturel des halogènes, leurs propriétés chimiques, propriétés oxydantes, réductrices, dissolution aqueuse d'halogènes, la réaction avec les bases et dismutation des halogènes. Ensuite, dans un deuxième temps, vous avez les hydracides, préparation, on va voir leur préparation. On va commencer par la réaction de déplacement, on va définir qu'est-ce qu'une réaction de déplacement. Ensuite, on va décrire l'obtention à partir des éléments. On terminera donc les hydracides avec leurs propriétés chimiques et plus particulièrement les propriétés acido-basiques et enfin les propriétés oxydoréductrices. On va également étudier leurs sels qui sont les halogénures ioniques, les halogénures. Non, pour le cours, ben, moi, je l'ai envoyé au niveau de la plateforme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Alors, donc, les halogénures ioniques, les halogénures covalents, propriétés des halogénures ioniques. On va voir
les propriétés acido-basiques, les propriétés oxydoréductrices, l'action des halogénures comme agent de précipitation et enfin comme agent de complexation. La caractérisation, comment donc caractériser ou bien identifier les ions halogénures, et on terminera donc ce cours par l'usage. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Donc, on va commencer par l'état naturel et préparation. Vous savez que l'appellation halogène vient du latin halos, qui veut dire sel, et gène, génération ou bien naissance d'un sel. Donc, les halogènes, ce sont donc des éléments qui, par action avec les métaux, vont donner des sels tels que le chlorure de calcium, le chlorure de sodium, etc. À l'état naturel, il n'existe pas à l'état élémentaire, c'est-à-dire à l'état d'éléments Cl2, F2, Br2, I2. La stade, il est radioactif, donc il existe sous forme de sel. Vous avez devant vous le tableau donc, qui représente la structure générale ou bien la structure électronique externe des éléments. Elle est de la forme NS de 2p5, donc 2 électrons sous couche S et 5 électrons à la sous-couche P. Donc il leur manque un seul électron pour compléter l'octet du gaz rare qui les suit. Donc leur état d'oxydation principal, c'est -1. Hein. Il existe donc pour le fluor sous forme de fluorine, CaF2, sous forme de cryolite, Na3Al F6. Vous savez, la cryolite, on l'a vu au cours de l'aluminium, elle est utilisée comme un élément fondant lors de la préparation de l'aluminium. Un fondant, qu'est-ce qu'un fondant? Un fondant, c'est un élément qui, additionné au mélange, va apaiser le point de fusion de l'élément à fondre. Ici, l'aluminium, pour faire l'électrolyse de l'aluminium fondu, donc il faut le chauffer. Et pour abaisser la température de fusion, on ajoute la cryolite, donc qui va abaisser la température de fusion du mélange. Donc on va gagner en termes d'énergie, donc en termes de coût. Le fluor existe également dans l'apatite, qui est un phosphate de calcium, CA5PO4 3 fois. Pour le chlore, il existe sous forme de sel, NaCl, KCl, ou bien un sel double, KMgCl3 6 fois hydraté. Le chlorure de sodium et de potassium existe dans les eaux de mer et des océans. Le brome, qui est un liquide, il se trouve sous forme de bromure d'argent. Et l'iode, qui est un solide violet, existe sous forme d'iodate, CaIO3 2 fois. Par contre, l'astate, qui est un élément radioactif, sa durée de vie est très courte, donc il ne sera pas étudié dans notre cas. Passons aux propriétés donc mettre tout. Voilà.
Disconversation. Qu'est-ce qu'il a le problème de ça? Le son est touché à l'heure. Pas clair, ولا بلا بابيت vous m'écoutez? من قد ما هكا. Là, vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Très bien, très bien. Est-ce qu'il faut que je répète dès le début? Alors, je vais essayer donc de reprendre. Donc, les halogènes. Les halogènes, d'abord, vous avez le cours en PDF. Normalement, hein, moi, de toute façon, moi, j'ai vérifié. Hein, je l'ai donc placé au niveau de la plateforme. Alors, je vais recommencer. Donc, les halogènes, ce sont donc les éléments du 7e groupe du tableau périodique. Hein, ils sont donc formés de fluor, qui est gaz, le chlore également, le brome, qui est liquide, et enfin l'iode, qui est un solide violet. L'appellation donc halogène provient du latin halos, qui veut dire sel, et gène, c'est génération ou bien production de sel. Donc, on va commencer par l'état naturel. Donc, est-ce que vous avez devant vous les diapos? Est-ce qu'elles sont visibles, les diapos? Très bien. Donc, les éléments du 7e groupe, ils ont la structure électronique NH2NP5. Pour le fluor, qui est le premier élément du tableau du groupe, il existe donc sous forme de sel, sous forme de fluorure, CaF2, de cryolite Na3ANF6 et de phosphate de calcium, hein, l'apatite, qui est un sel de phosphate de calcium et fluorure. Pour le chlore, il existe sous forme de NaCl, appelé couramment sel de cuisine, KCl, sylvinite, et le sel double MgCl3 6 fois hydraté, appelé kernalite. Pour le chlorure de sodium et le chlorure de potassium, ils font partie donc des sels dissous dans les eaux de mer et des océans. Le brome, c'est un liquide.
un liquide brun. Son principal minerai, c'est AgBr. Et pour l'iode, il existe sous forme d'iodate CaIO3 2 fois. Alors, précédent. Pour ce qui est des... Je sais pas, voilà. Propriétés chimiques. Donc, vous savez que les halogènes sont tous des oxydants. Le fluor est l'oxydant le plus fort du tableau périodique et que le fluor oxyde la plupart des métaux et non-métaux. Le fluor, il est très peu utilisé car il a une grande réactivité et pour faire la distinction entre les halogénures, nous pouvons utiliser deux réducteurs. Nous avons l'ion Fe2+, qui est le réducteur plus faible que les iodures, et il peut être oxydé par le chlore ou le brome, mais non pas par l'iode. Donc, ce qui fait la différence entre le chlore, le fluor et l'iode, c'est cette réaction. Vous avez la réaction qui apparaît donc dans le tableau, 2Fe2+, plus Cl2, hein, le chlore ou bien le brome, qui va donc oxyder le fer ferreux en fer ferrique, plus 2 Cl-, le chlore ici qui était à l'étage d'oxydation, puisqu'il est gazeux, donc 0 à l'état élémentaire, il va passer à l'étage -1, donc chlorure. Également pour le brome qui va être donc réduit pour donner Br-. Et la deuxième réaction différentielle entre donc le fluor, le chlore et l'iode, c'est la réaction au thiosulfate. Les ions thiosulfate S2O3 2 fois moins sont oxydés sélectivement par l'iode en ion tétrathionate SO4 2 fois moins. Un problème de sang. Je sais pas. Non, c'est bien. Donc, tant mieux, c'est bien. Donc, les ions thiosulfate sont oxydés par l'iode sélectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'iode qui peut oxyder les ions thiosulfate S2O3- en ion tétrathionate SO4 6 2 fois moins. Donc ici l'iode qui est à l'état élémentaire, donc 0, son degré d'oxydation 0, va donc être réduit par le thiosulfate en ion iodure. Les autres halogènes réalisent l'oxydation en sulfate, c'est-à-dire que le chlore ou bien le brome, quand ils réagissent avec l'ion thiosulfate, ils vont donc se réduire en chlorure ou bien en bromure et transforment le thiosulfate, et non pas en tétrathionate, mais en sulfate. Hein?
Alors, oui, et donc, c'est bon. Ah, vous m'écoutez. Donc, on va passer aux propriétés réductrices, en plus donc du pouvoir oxydant des halogènes. Les halogènes possèdent également des propriétés réductrices et donc le chlore, le brome et l'iode manifestent tous des réactions, ce qu'on appelle réactions de dismutation. Hein, réaction de dismutation, qu'est-ce que la réaction de dismutation? D'ailleurs, elle est notée sur la diapo. C'est une réaction dans laquelle le même élément se comporte à la fois comme oxydant et réducteur. Je m'explique. Si je prends le cas du chlore, le chlore se dismute dans l'eau selon la réaction Cl2 plus 2H2O pour donner H3O+, plus HClO plus Cl-. Ici, si vous me suivez, je vais le faire. Alors, admettre. Donc, je répète, la réaction de dismutation. La réaction de dismutation, donc c'est la réaction au cours de laquelle un élément peut s'oxyder et se réduire en même temps, ou bien jouer le rôle d'oxydant et de réducteur en même temps dans une réaction chimique. Le cas du chlore, donc il est devant vous sur la diapo. Le chlore se dismute dans l'eau ou bien se dissout dans l'eau pour donner H3O+, HClO, hein, l'acide hypochloreux, plus les ions chlorure. Si vous remarquez ici le chlore, quand il est gazeux, il est à l'état d'oxydation 0 et dans la réaction de dismutation dans l'eau, dans HClO, il est à l'étage d'oxydation plus 1 et dans Cl-, donc à l'étage d'oxydation plus 1. Ici, la molécule d'eau a joué en même temps le rôle d'oxydant et de réducteur. Le rôle, ici le chlore, un atome de chlore va céder son électron à l'autre atome pour devenir Cl+, et l'autre chlore va donc gagner un électron pour compléter son octet et devenir Cl-. Je ne sais pas, est-ce que vous avez bien saisi cette réaction de dismutation? Des solutions aqueuses d'halogène. Le chlore, le brome et l'iode sont faiblement solubles dans l'eau. Une partie donc va subir une réaction de dismutation et ici le plus soluble hein, parmi tous les halogènes, c'est le chlore. 33, bien le tiers des molécules en état gazeuse se dissolvent dans l'eau hein, pour donner des solutions acides, hein, d'acide hypochloreux plus Cl-. Donc on dit que le chlore se dismute bien dans l'eau. Et vous avez la réaction générale de dismutation, X2, hein, X qui représente donc l'halogène. Donc X2 plus H2O va donner HXO, hein, l'acide hypohalogéneux, plus H+, hein, le proton H+, plus le sel, ou bien le chlorure, X-. Généralement, les réactions de dismutation des halogènes dans l'eau se font en milieu basique, hein, parce que le milieu basique ici hein, va activer la réaction en réagissant ou bien en neutralisant les protons H3O+, et l'acide hypochloreux issu donc de la réaction. Donc, en milieu basique, cette réaction sera très favorisée par addition
d'une base. Hein, la réaction Cl2 plus H2O va donner l'acide, hein, plus l'acide hypochloreux, plus Cl-. Et l'addition d'ions OH- va éliminer les deux produits H3O+, plus HClO, et donc la réaction aura tendance à se diriger dans le sens de la formation de H3O+, plus HClO, plus Cl-. Vous avez donc l'explication de l'activation de la réaction de désmutation. Hein, les ions H3O+, au contact de la base, vont former de l'eau, et l'acide hypochloreux HClO au contact des ions OH- également vont donner ClO- plus H2O, et la réaction globale est Cl2 plus 2H- va donner des ions hypochlorites, ClO- plus les chlorures Cl-, et bien sûr, puisqu'on est en milieu aqueux, donc plus H2O. Donc, on va poursuivre donc la préparation, comment on va préparer donc des acides halogéniques. Voilà, est-ce que je suis avec ça? Hein? Voilà, les hydracides. Les hydracides sont les acides halogénés, de formule générale HX. X peut être chlore, fluor, brome ou bien iode. Et nous avons deux modes de préparation de ces hydracides, soit par réaction de déplacement, soit par réaction directe de l'halogène avec l'hydrogène. Qu'est-ce qu'une réaction de déplacement? Une réaction de déplacement, c'est une réaction au cours de laquelle on va déplacer un acide à partir de son sel. Où est-ce qu'elle est? Voilà. À partir de son sel, ici, vous avez... Oh là là. Ici, vous avez la réaction pour la synthèse ou bien la formation de l'acide fluorhydrique. Donc, on fait réagir le fluorure de calcium ou bien l'acide sulfurique concentré sur le fluorure de calcium qui va nous donner l'acide fluorhydrique, HF, plus le sulfate de calcium. Ici, c'est un précipité qui se forme, un sulfate de calcium, donc il va précipiter. Et HF, c'est un acide volatile, donc la réaction aura tendance à se réaliser dans le sens de la formation de HF. Et également la formation de précipité. La formation de précipité va également être en faveur de cette réaction de déplacement. Vous avez également la synthèse de HCl, la réaction ou bien la synthèse de l'acide chlorhydrique, ou bien le chlorure d'hydrogène, chlorure d'hydrogène ou bien HF, ce sont des molécules covalentes qui sont à l'état gazeux pour le fluor et le chlore. Donc, ce sont des molécules covalentes. L'acide chlorhydrique ou bien le chlorure d'hydrogène peut être préparé par action de H2SO4, H2SO4 concentré et à chaud sur le chlorure de sodium. C'est une réaction facile à réaliser. Donc, on obtient HCl qui est gazeux, qui se dégage, plus l'hydrogénosulfate de sodium. La réaction peut être poursuivie pour qu'elle soit totale, ou bien pour faire réagir la deuxième acidité de l'acide sulfurique. Donc, on doit ici, réaction 3, on doit chauffer, donc on chauffe jusqu'à 500 degrés pour permettre donc la réaction de se poursuivre.
On va commenter donc la réaction de déplacement. Vous savez que la réaction 1, elle est favorisée par la force de l'acide réactionnel. H2SO4, il est plus fort que HF. Donc, H2SO4 va déplacer HF à partir de son sel qui est le fluorure de calcium. Vous avez également, de toute façon, je l'ai expliqué tout à l'heure, la volatilité de HF. Volatilité, c'est-à-dire HF, il est volatile. Une fois donc libéré, il va être, puisqu'on travaille dans une atmosphère ouverte, il va être dispersé dans l'espace. Donc la réaction sera favorisée également. Donc la volatilité de HF qui facilite son élimination du mélange réactionnel et la précipitation, puisque CaSO4 c'est un sel insoluble, donc il va précipiter dans le récipient et s'il y a précipitation, la réaction aura tendance à le former, donc à se réaliser dans le sens 1, c'est-à-dire synthèse de l'acide fluorhydrique. Pour les réactions 2 et 3, qui sont donc relatives à la synthèse de l'acide chlorhydrique, la remarque, j'ai oublié donc de vous signaler que les solutions d'acide fluorhydrique, ce sont des solutions qui attaquent le verre, c'est-à-dire si on travaille dans un récipient en verre, l'acide fluorhydrique attaque le verre, donc ils vont le dégrader pour donc ils réagissent avec le verre pour donner ce qu'on appelle l'acide silicique, H2SiO3. Donc, il est contre-indiqué de le conserver dans des récipients en verre et par conséquent dans des récipients en polyéthylène. Donc, ne conservez jamais l'acide fluorhydrique dans le verre, il va l'attaquer. D'ailleurs, l'acide fluorhydrique est utilisé par les artistes qui font des gravures sur verre ou bien des tableaux sur verre. Donc, ils vont verser ou bien étaler une solution d'acide fluorhydrique sur le verre. La surface du verre qui est au début donc lisse, donc elle ne va pas laisser adhérer la peinture. Donc, ils vont rendre, si vous voulez, rugueuse la surface donc vont attaquer la surface du verre, donc le vent va le rendre rugueux, c'est-à-dire qui va laisser adhérer la peinture, et donc d'où l'usage de l'acide fluorhydrique pour les gravures sur verre. Pour les réactions 2-3 qui correspondent donc à la synthèse de l'acide chlorhydrique, ici le facteur donc favorable à la réaction ou bien le facteur qui favorise la réaction, c'est la volatilité de HL, de HCl. HCl, l'acide chlorhydrique, ou bien le chlorure d'hydrogène est aussi volatile, donc il va passer dans l'air. Donc, il sera le facteur favorable, c'est-à-dire c'est la formation de HCl, si on travaille dans un récipient ouvert, c'est-à-dire dans l'atmosphère, HCl, il va se dégager et la réaction aura tendance à transformer tout le chlorure de sodium en chlorure d'hydrogène. Par contre, si on travaille dans un système fermé, c'est lui donc qui va limiter le sens de la réaction. Une fois que la solution dans laquelle plonge ou bien dans laquelle on fait barboter HCl, une fois saturée, la réaction va s'arrêter. Pour l'acide bromhydrique et l'acide iodhydrique 4 et 5, ici on voit que ici on fait usage de l'acide phosphorique, contrairement tout à l'heure on a fait réagir l'acide sulfurique. Pourquoi on utilise l'acide phosphorique sur les sels à chaud?
c'est parce qu'ils sont l'acide sulfurique phosphorique H3PO4, il est peu volatile et non oxydant. De plus, étant plus faible que HBr et HI, la réaction est défavorisée. Elle n'est rendue possible que par donc, le déplacement, que par l'élimination de l'acide hydrique formé. Ici, nous avons la formation de HBr qui sont volatiles et HI qui est donc volatile. Alors, deux conversations. Qu'est-ce qu'il y a? Le son, c'est bien. Tant mieux. À tout le monde, je veux accepter les autres étudiants qui puissent nous rejoindre, s'il vous plaît. Ils sont à 98. De toute façon, je le fais à chaque fois. Donc, je passe à la diapo suivante. Admettre. Diapo suivante, donc précédent, suivant. Donc, je disais tout à l'heure que les hydracides HX se préparent par réaction de déplacement. Réaction de déplacement, je répète encore, c'est une réaction au cours de laquelle on déplace un acide faible à partir de son sel par l'action d'un acide plus fort que lui. Un exemple, donc, c'est la synthèse de l'acide chlorhydrique. On fait donc l'acide fluorhydrique, pardon, bien l'acide chlorhydrique, pareil. On va utiliser le sel de l'acide chlorhydrique qui est le NaCl. On peut réagir l'acide sulfurique concentré à chaud. On aura donc la formation de HCl, chlorure d'hydrogène qui est volatile, plus Na2SO4. Na2SO4, il va précipiter et HCl étant volatile, ces deux facteurs ou bien ces deux le sel Na2SO4 et la volatilité de HCl vont être favorables pour la synthèse de HCl. Après la réaction de déplacement, on va donc voir l'obtention, comment obtenir donc les acides ou bien les hydracides à partir des éléments. La réaction donc d'obtention ou bien le schéma d'obtention d'hydracides par les éléments, vous le voyez sur la diapo. Donc, X2 étant l'halogène plus l'hydrogène donne l'hydracide et les mélanges, quand on mélange le chlore avec l'hydrogène, donc à l'obscurité, il ne réagit pas ou bien réagit très lentement. Au contraire, à la lumière, le mélange chlore-hydrogène est explosif. De même, l'acide fluorhydrique, donc, qui est obtenu par action du mélange fluor et hydrogène, c'est une réaction violente, donc à éviter de mélanger le fluor et l'hydrogène, ça donne une réaction très violente. En même temps pour le mélange chlore-hydrogène, si vous mélangez les deux gaz à la lumière, ça vous donne une explosion. Donc la lumière, ici, c'est un facteur d'activation de la réaction de synthèse. Son rôle, quel est le rôle de la lumière? C'est de dissocier les molécules de chlore en atomes. Vous avez la première réaction appelée initiation. Vous avez le chlore, en présence de la lumière, va se dissocier en deux atomes de chlore, 2 Cl points, c'est-à-dire chaque chlore possède un électron célibataire. C'est ce qu'on appelle l'étape d'initiation. Ici, les atomes de chlore sont activés. Le chlore activé, donc au contact de l'hydrogène, va réagir pour former HCl plus un atome d'hydrogène.
cet atome, il est très actif. Il va donc au contact de Cl2, va donner encore HCl plus un chlore actif, si vous voulez, hein, le chlore actif. Et ce qu'on appelle cette étape-là, cette étape s'appelle étape de propagation. C'est-à-dire la réaction va se propager et jusqu'à la fin de la synthèse. Et la réaction globale, c'est H2, Cl2 va vous donner 2 chlorures d'hydrogène. D'accord? Ici, c'est le chlorure d'hydrogène, c'est un gaz. Et on ne parle que d'acide. On ne parle que d'acide chlorhydrique que lorsqu'il est dissous dans l'eau. L'acide chlorhydrique HCl dissous dans l'eau va vous donner H3O+, plus Cl-. Mais HCl, c'est une molécule covalente gazeuse. Ici, la liaison, c'est une liaison covalente, contrairement à la solution aqueuse de chlorure d'hydrogène, qu'on appelle couramment acide chlorhydrique, c'est H3O+, plus Cl-. Le chlorure d'hydrogène se dissout dans l'eau pour donner H3O+, plus Cl-. Ok, vous me suivez? Donc après la réaction directe, hein, à partir des éléments, on va passer aux propriétés des hydracides. Propriétés des hydracides. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous... Voilà. Est-ce qu'il est passé le tableau? Voilà. Précédent. Propriété des hydracides, alors, dismutation, préparation, à partir des éléments, et donc propriété des hydracides. Vous avez devant vous le tableau, hein, qui correspond donc alors, oui, et je ferme. Donc vous avez propriétés physiques, hein, de HF, HCl, HBr et HI. Vous avez la température d'ébullition des différents hydracides. Hein, pour l'acide fluorhydrique, c'est 19,4. Donc à 19 degrés, déjà HF, il est à l'état gazeux. Le chlorure d'hydrogène ou bien le HCl, il est à moins 85 degrés Celsius, il est gazeux. HBr à moins 67 et HI à moins 35 pour les énergies de liaison, puisque ce sont des liaisons covalentes, hein, dans les hydracides à l'état gazeux. 135 pour HF, 103 pour HCl, 87 pour HBr et 71 pour l'acide iodrique. Delta H liaison, c'est moins 64, moins 32, moins 8,7 et plus 6,2. Bon, ici, tous ces composés, hein, ces hydracides, sont des composés covalents, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, gazeux, même à température ambiante, et que la stabilité des molécules va décroître de HI, de l'acide fluorhydrique jusqu'à l'acide iodhydrique. Je ne sais pas là, mais 54 participants à la réunion.
Je vais admettre. Voilà. Donc, je disais que la stabilité des molécules décroît de l'acide fluorhydrique HH à l'acide iodhydrique. Et tout ça est dû parce que d'abord l'acide fluorhydrique, il forme des liaisons hydrogènes. Hein. D'ailleurs, c'est mentionné ici sur la diapo. Donc, formation d'agrégats de HF, c'est comme pour les molécules d'eau. Hein, les molécules d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Admettre. Conversation. Converser. Le son est bien, tant mieux. Donc, ici, la température d'ébullition donc, de l'acide fluorhydrique, elle est supérieure à celle de l'acide chlorhydrique de 100 degrés Celsius. Et ce qui entraîne la diminution de la volatilité donc, de HCl par rapport à HF. Pourquoi HF est moins volatile que HCl? Parce que HF, vous avez la liaison qui est très élevée par rapport à HCl et aux autres, et que cette élévation de l'enthalpie ou bien de l'énergie de liaison de HCF, elle est due à la formation d'agrégats suite à la formation de liaisons hydrogène. Et je l'ai fait ici à HF, HF, HF. Ensuite, suivant. On va voir les propriétés acido-basiques ou bien les propriétés physico-chimiques des hydracides. Donc, ici, vous avez en solution aqueuse les hydracides donnent, ou bien le chlorure d'hydrogène, le chlorure, ou bien les hydracides se dissolvent dans l'eau pour former des acides très forts, à l'exception de HF, HF qui est un acide faible, il se dissocie peu, HF est un acide faible, il ne se dissocie que partiellement dans l'eau, je l'ai mentionné dans la diapo, un double flèche, c'est-à-dire que la réaction, elle est partielle, elle n'est pas totale. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, ceci est dû à la liaison forte HF, donc il va gêner donc la libération des protons H+ dans l'eau. D'accord? Je ne sais pas si... Alors, conversation d'agrégats. Très bien. Qu'est-ce que la formation d'agrégats? Agrégats, c'est-à-dire des petits groupes. HF. Dans HF, puisque le fluor étant l'élément le plus électronégatif du tableau périodique, il va essayer d'attirer tout ce qui est autour de lui. HF, vous avez la liaison HF, puisque c'est gazeux. Donc HF, c'est des molécules covalentes qui sont gazeuses, donc elles vont essayer d'attirer autour d'elles toutes les molécules qui sont autour d'elles. C'est-à-dire que HF, si vous voulez, dans l'environnement ou bien dans l'air environnant dans lequel elles se trouvent, elles vont se rassembler en petits groupes HF, comme pour l'eau. L'eau, quand elle est à l'état solide, c'est la structure agrégat. Il se forme des agrégats de molécules d'eau sous forme de cycliques qui vont se rapprocher pour donner l'état solide à l'eau. À l'état liquide, les agrégats d'eau, donc, ou bien les molécules d'eau se trouvent plus ou moins amassées ou bien sous forme d'agrégats.
C'est ça l'explication d'agrégat, c'est des petits groupes de réseaux. Hein? Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Formation d'agrégat. Oui, très bien, très bien. Alors, on va continuer avec les propriétés acido-basiques que ici, puisque HF, c'est le plus stable, donc l'acide chlorhydrique, c'est l'acide le plus faible des acides halogénés ou bien des hydracides. Et la force de l'acidité, hein, vous avez HI qui est plus fort que HBr, l'acide bromhydrique, l'acide chlorhydrique, et bien à la fin, donc l'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique dans l'eau se dissout partiellement dans l'eau pour donner donc H3O+, plus F-, contrairement à l'acide chlorhydrique qui lui est un acide fort qui se dissocie totalement. Hein, si vous barbotez, puisque HCl c'est un gaz, si vous barbotez le chlorure d'hydrogène dans l'eau, il va se dissocier totalement pour vous donner ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique, H3O+, plus Cl-. Passons maintenant aux propriétés oxydoréductrices. Vous savez que les hydracides sont, quand ils sont purs ou en solution, ils sont des oxydants. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent réagir avec des métaux de pouvoir réducteur suffisant en libérant de l'hydrogène. C'est normal. La notion d'oxydant et réducteur est une notion relative. C'est comme la notion d'acide et base. C'est une relation ou bien une notion relative. Donc, un oxydant, un élément peut être oxydant en face d'un élément qui a un potentiel d'électrode ou bien un potentiel redox inférieur à lui, donc il va lui arracher des électrons, donc il va l'oxyder. Et un réducteur, c'est un élément qui, en face d'un oxydant, va lui céder des électrons. Si je prends ici le cas du zinc en milieu acide, donc il va céder ces deux électrons pour se dissoudre et donner l'ion Zn2+, plus un dégagement d'hydrogène. Vous avez également le cas du HgCl à l'état gazeux ou bien même en solution. Il va attaquer l'étain, qui est un métal, pour former un sel, chlorure stanique, SnCl2, bien sûr, avec un dégagement d'hydrogène. Donc ici, tous les hydracides sont, pour la majorité, des oxydants. OK, pour les propriétés acido-basiques et oxydoréductrices, ici le zinc il est à l'état 0, puisque c'est un élément, c'est un métal. Il s'oxyde pour donner Zn2+. D'accord? De même pour l'étain. Je vais passer là aux halogénures. Bon, les halogénures, ce sont des sels d'halogène. Donc, l'halogène, l'action d'un halogène sur un métal va vous donner un halogénure. Vous avez le cas de l'halogénure de sodium qui est le chlorure de sodium, sel de cuisine. Ici, les halogénures peuvent être classées en deux classes. Hein. Vous avez les halogénures ioniques qui résultent donc de la réaction des halogènes avec des métaux très électropositifs. Hein. Les métaux électropositifs, ce sont les métaux du premier groupe et du deuxième groupe. Premier groupe, les métaux alcalins et les alcalinotéreux, calcium, magnésium, strontium, barium. Deuxième groupe, ce sont
des métaux très électropositifs, c'est-à-dire qu'ils cèdent facilement leurs électrons. Donc, si vous prenez un métal alcalin au contact d'un halogène, il va vous donner un sel. Et ce sel, puisque les métaux, c'est des métaux solides, en état solide, donc il va se transformer en halogénure solide de point de fusion très élevé et qui ont la propriété de conduire le courant électrique. Maintenant, s'il y a réaction avec des non-métaux, on obtient ce qu'on appelle des halogénures covalents, c'est-à-dire que la liaison ici halogène non-métal est une liaison covalente. Vous avez le cas du fluorure, l'hexafluorure de soufre, le trichlorure de phosphore et enfin le pentachlorure de phosphore. Ces halogénures moléculaires ou bien covalents sont pour la majorité ou bien fréquemment des liquides ou des gaz. Donc, je récapitule. Les halogénures, vous avez des halogénures ioniques. Et ces halogénures ioniques peuvent être obtenues par action de l'halogène sur des métaux très électropositifs. C'est le cas des métaux du premier groupe, les alcalins, les métaux alcalins, et ceux du deuxième groupe, les alcalinotéreux, donc calcium, magnésium, barium, strontium. Et ces halogénures ioniques sont pour la plupart des solides à température de fusion très élevée et conduisent le courant électrique. Pour les halogénures covalents, ils sont obtenus par action des halogènes sur des non-métaux. Vous avez le cas de l'hexafluorure de soufre, le trichlorure de phosphore, le pentachlorure de phosphore, et que ces éléments, pour la plupart, ils sont des liquides ou des gaz, contrairement aux halogénures ioniques qui sont, pour la plupart, des solides à température de fusion élevée. On va voir les propriétés physico-chimiques des ions, des halogénures ioniques. On va commencer par les propriétés acido-basiques. Donc, les ions, ou bien les halogénures, dans des solutions faiblement basiques, suite à la réaction d'hydrolyse, surtout pour les ions fluorures. Les ions fluorures, donc, réagissent avec l'eau, s'hydrolysent. L'hydrolyse, c'est une réaction dans laquelle un élément va décomposer l'eau. Ce n'est pas une hydratation, mais c'est une réaction de l'eau avec l'élément. Ici, des ions fluorures décomposent l'eau en acide fluorhydrique, HF, plus OH-. Donc ici, c'est une réaction de décomposition de l'eau. Il faut bien le souligner. Hydrolyse, c'est une réaction de décomposition de l'eau. Donc les ions fluorures, contrairement aux ions chlorures, si vous mettez par exemple le chlorure de sodium dans l'eau, il va se trouver sous forme d'ion Na+, Cl-. Et ces deux ions ne vont pas réagir avec l'eau, au contraire, ils vont s'hydrater ou bien voilà, s'hydrater. Donc l'eau va entourer Na+, et Cl-, et donc il n'y a pas de réaction de Na+ ni Cl- avec l'eau. Par contre, pour les fluorures, non. Les fluorures vont s'hydrolyser, c'est-à-dire réagir avec l'eau, la décomposer en acide HF et OH-. Donc, les solutions, ou bien les solutions de fluorure, si vous prenez CaF2 dans l'eau, il va vous donner d'un côté Ca2+, et de l'autre 2F-, et les ions fluorures vont décomposer ou bien vont s'hydrolyser pour rendre votre milieu donc basique. Je ne sais pas si vous avez bien saisi cette notion. Sinon, je passe aux propriétés oxydoréductrices.
Les halogénures, donc à l'étage -1, ce sont des réducteurs et que le pouvoir réducteur augmente avec la taille, c'est normal. Plus la taille est grande, plus les électrons se trouvent donc éloignés du noyau et la force d'attraction entre un noyau qui est chargé positivement et les électrons périphériques va diminuer. Donc l'élément ou bien l'ion va céder facilement les électrons périphériques. C'est pour ça que le pouvoir réducteur va augmenter avec la taille. Dans le groupe, les ions iodures sont plus réducteurs que les ions fluorures. Le fluor est l'élément le plus électronégatif, mais quant à son ion, c'est l'élément le moins réducteur. Je passe donc à la propriété suivante. En plus des propriétés acido-basiques, donc suivant, et oxydoréductrices, la majorité donc des halogénures forment ou bien donnent des sels insolubles ou bien sont des agents de précipitation, c'est-à-dire ce sont des agents qu'on utilise pour précipiter certains cations. Vous avez par exemple les fluorures peuvent être utilisées pour précipiter les ions Cr de plus, Sr de plus et Mg de plus. Donc si je prends une solution qui contient les cations du deuxième groupe, Cr de plus, Sr de plus, Mg de plus, et je veux les séparer de ma solution, donc je peux les précipiter sous forme de fluorure. Donc je mets un fluorure, ces trois cations donc vont précipiter donc sous forme de CaF2, Mg, F2 et SrF2. Par contre, les ions chlorure, bromure et iodure vont précipiter les ions Ag+, Cu+, mercureux, mercurique, et le plan Pb2+. Donc, ces ions, ou bien ces halogénures, chlorure, bromure et iodure, forment ce qu'on appelle des sels insolubles avec les cations. Oh là là. Alors, suivant, suivant, suivant et suivant. Voilà. Donc, les ions halogénures peuvent être ou bien sont des agents de précipitation. Donc, ils peuvent former des précipités. Pour les ions du deuxième groupe, vous avez les fluorures, servent d'agents de précipitation pour les cations du deuxième groupe. Et pour les autres halogénures, chlorure, bromure et iodure, vont précipiter, si vous voulez, les métaux de transition Ag+, Cu+, cuivreux, le mercure mercureux, et en dernier, donc le cation Pb2+. En plus des propriétés acido-basiques, oxydoréductrices et de précipitation, les ions halogénures peuvent être ou bien peuvent agir comme des agents complexants, c'est-à-dire des agents qui nous donnent des complexes, et plus précisément les ions fluorures et les ions chlorures.
Donc, les ions fluorure et chlorure peuvent agir comme ligand. Vous savez ce que ça veut dire un ligand? Un ligand, c'est la partie d'un noyau autour duquel se trouvent les ligands. Ici, par exemple, dans le complexe ion tétrafluoroborate, vous avez le noyau formé par le bord et les ligands, c'est les anions F-, ligand, ça vient de liaison, noyau, de ligand. Donc, les éléments fluorures, les halogénures F-, F-, peuvent jouer le rôle ou bien peuvent agir comme un ligand pour donner ici avec le bord l'ion tétrafluoroborate. Avec le silicium, vous avez l'ion hexafluorosilicate, ainsi F6 et 2-, et pour le phosphore, donc l'action du fluorure va nous donner l'ion hexafluorophosphate. Vous me dites l'intérêt, quel est l'intérêt de la formation de ces complexes ou bien de ces ligands? L'intérêt, il joue un intérêt important. Si vous vous rappelez, lors de la recherche des cations du premier groupe en sciences de travaux pratiques, vous avez précipité l'argent par l'action de l'acide chlorhydrique. Ici, donc, vous avez utilisé les halogénures. Donc, vous avez obtenu la formation d'un précipité blanc de AgCl, et si vous ajoutez un excès d'acide chlorhydrique ou bien si vous apportez un excès d'ion chlorure, ce sel ou bien ce précipité de chlorure d'argent va vous donner un complexe AgCl2- qui est soluble. Également pour le plomb, la même chose. Si vous ajoutez un excès, vous allez avoir formation d'un complexe de PbCl3- qui est soluble. Également pour le mercure mercureux, quand vous ajoutez l'ion iodure, les ions iodures vont vous donner un dépôt ou bien un précipité rouge brique d'HG iodure de mercure qui est soluble par addition d'un excès. C'est-à-dire si vous ajoutez encore du Ki, vous allez avoir formation d'un complexe HG I4 2 fois moins soluble. Donc l'intérêt de formation de complexe, c'est de solubiliser certains sels insolubles par addition d'un excès de l'anion. D'accord? Je passe à la diapo suivante. Attendez, j'arrête le diaporama pour vérifier quelque chose. Tic. Voilà, caractérisation. Et on va. OK. Vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je passe à. Oui, là, beaucoup de questions. Il y a. Alors, oui, monsieur, de tout le monde, oui. Non, monsieur, ça va. Tant mieux. Si vous avez des questions, c'est l'occasion pour me. Alors, je continue avec la caractérisation. Caractérisation des halogénures. Comment identifier, comment caractériser les ions halogénures. Ici, je ne sais pas si pour les fluorures, j'y mets en jaune. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. J'ai mis en jaune, c'est par rapport à leur couleur. Le fluor à l'état gazeux, il est jaunâtre.
C'est clair, tant mieux. Alhamdoulilah. Donc, j'ai utilisé la couleur jaune pour les fluorures. Pour les chlorures, parce que le chlore verdâtre, les bromures, ce sont des liquides bruns. Et pour les iodures solides, ou bien l'iode, c'est un solide violet. Donc, admire. Alors, comment caractériser ou bien comment identifier les ions fluorures? Les ions fluorures, on a vu tout à l'heure, peuvent être identifiés par précipitation avec l'action du nitrate de calcium, puisque les fluorures donnent des précipités ou bien des sels insolubles avec le calcium ou bien avec les éléments du deuxième groupe. Donc, on va utiliser cette propriété pour identifier, si vous voulez, les ions fluorures. Donc, on va prendre un sel de fluorure qu'on va faire réagir avec le nitrate de calcium. Hop, il se forme un précipité blanc de fluorure de calcium. D'accord? Vous avez également la réaction de fluorure. Voilà. Admettre. Donc, je vais vérifier quelque chose pour la caractérisation. Caractérisation de Pour m'excuser. Alors, maintenant, il reste la caractérisation. Donc, voilà. Ça fait rien. Et là, puisque les fluorures, on peut également utiliser l'attaque par l'acide sulfurique concentré. Donc, on va, pour identifier les fluorures, on va utiliser l'acide sulfurique concentré. Il va se former ce qu'on appelle l'acide fluorhydrique. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'acide fluorhydrique attaque le verre. Donc, il va réagir avec le verre pour former SiF4, ou bien l'acide hexafluorosilicique, H2SiF6. Cet acide va régénérer ce qu'on appelle l'acide silicique par action de l'eau. Si on additionne de l'eau, il va se former ce qu'on appelle l'acide silicique, comme l'acide carbonique, H2CO3. L'acide silicique, c'est H2SiO3. C'est un produit qui est colloïdal plus HF. Je m'explique. Qu'est-ce qu'un produit colloïdal? Qu'est-ce qu'une substance colloïdale? J'attends une réponse. Qu'est-ce qu'une solution colloïdale? Vous avez vu ça en biophysique. Solution colloïdale. Pas de réponse. Je donnerai plus de OTP à celui qui me répond à cette question. Donc, je répète. Donc, les ions fluorures peuvent être détectés. Il y a 3 réponses déjà. Je vais voir. Quand il s'agit de solutions macromoléculaires, suspension d'une ou plusieurs substances. Ça va. Suspension, oui. Suspension d'une substance. Madame et Hamdia. Solution macromoléculaire. Il forme des troubles dans la phase aqueuse. Oui. Bravo. Alors, je vais expliquer qu'est-ce qu'une solution. D'abord, je reviens aux 2 réactions de caractérisation. Pour les ions fluorures, je disais que
puisque les fluorures forment des solutions, forment des précipités. Hein, je reviens à la fin précédente. Hein, les fluorures donnent des sels insolubles avec des métaux alcalino-terreux. Donc, je peux utiliser cette propriété pour les identifier ou bien les caractériser. Alors, comment je vais faire? Une solution qui contient des fluorures sera attaquée par le nitrate de calcium. Hein, donc, je vais apporter du calcium et les fluorures vont réagir avec ces ions calcium pour former un sel insoluble qui est le CaF2, fluorure de calcium, donc précipité blanc. Ça, c'est d'une part. On peut également utiliser l'acide sulfurique, donc on prend notre solution de fluorure, on l'attaque par l'acide sulfurique concentré, puisque la réaction se fait dans des récipients en verre, il va se former l'acide fluorhydrique, sachant que l'acide fluorhydrique attaque le verre, donc il va former avec le verre le fluorure de silicium ou bien l'acide hexafluosilicique, hein, H2SiF6, par addition d'eau ou bien puisqu'on est en milieu aqueux, cet acide hexafluosilicique va générer ce qu'on appelle l'acide silicique, qui est une solution colloïdale. C'est quoi une solution colloïdale? C'est une solution dans laquelle votre élément se trouve à l'état, je dirais, nanoparticulaire, ou bien à l'état de ou bien de fin corpuscule en suspension dans l'eau ou bien dans le solvant. C'est ça une solution colloïdale. D'accord? Donc c'est une solution ou bien une suspension d'un solide, insolide dans le solvant. Donc l'acide silicique H2SiO3, il est finement divisé, hein, donc c'est un solide finement, très finement divisé dans la solution aqueuse. Donc il va former ce qu'on appelle une solution colloïdale trouble. C'est ça des solutions colloïdales. Donc ce sont des solutions hétérogènes. Ce n'est pas une solution homogène. Quand vous mettez par exemple un HCl dans l'eau, il va se dissoudre totalement, si vous voulez, en Na+, Cl-, et votre solution, elle est incolore. Mais si vous mettez l'acide silicique, par exemple, dans l'eau, elle est insoluble. D'ailleurs, c'est un acide faible comme pour l'acide carbonique H2CO3. Donc, l'acide silicique va se disperser dans l'eau ou bien dans le solvant pour former ce qu'on appelle une solution ou bien une dispersion solide qui est trouble. Donc ici, c'est la solution colloïdale est une solution hétérogène dans laquelle se trouvent en suspension des particules solides. Je ne sais pas si c'est clair ou non. C'est ça la solution colloïdale. C'est une solution, ou bien c'est une dispersion solide, hein, d'un solide dans l'eau qui donne une solution trouble ou bien hétérogène. Hétérogène, ça veut dire que soluté et solvant ne sont pas miscibles. Ils forment deux phases. Une phase solide et une phase liquide. La phase solide ici dans la solution colloïdale, c'est l'acide silicique, c'est les granules, les fines particules d'acide silicique, et la phase aqueuse ou bien la phase solvant, c'est l'eau. C'est OK? On passe aux chlorures. Pour l'identification des chlorures ou bien la caractérisation des ions chlorures, puisque les ions chlorures forment avec des métaux de transition des précipités ou bien des sels insolubles. Donc, on va profiter de cette propriété pour caractériser des ions chlorures. On va utiliser le nitrate d'argent en solution.
Donc, je prends mes chlorures ou bien mon échantillon qui contient des ions chlorures auquel je vais ajouter le nitrate d'argent. Il se forme un précipité blanc de chlorure d'argent. Si je continue donc, ou bien si pour le caractériser ou bien pour le confirmer, je vais utiliser l'ammoniac. Je vais ajouter un excès d'ammoniac. Il va se former ou bien se précipiter, va se solubiliser suite à la formation d'un complexe chlorure d'amidure d'argent, AgNH3 2 fois plus Cl-. Donc ici, j'ai dissous mon précipité dans de l'ammoniac. Donc l'action du nitrate d'argent sur les ions chlorure va me donner un précipité blanc de chlorure d'argent soluble dans un excès d'ammoniac. Deuxième réaction de précipitation, je vais utiliser un mélange sulfochromique, le mélange sulfochromique K2CrO4 2H2SO4 est utilisé au laboratoire pour laver la verrerie. Quand on utilise la verrerie avec des matières grasses, donc qui collent dans les récipients ou bien dans le tube, pour donc dégraisser, si vous voulez, les tubes et les récipients en verre, on va utiliser ce mélange. Une part d'acide, une part d'acide de chromate de potassium à 2 parts ou bien un volume pour 2 d'acide sulfurique concentré. Il va se former un liquide rouge appelé chlorure de chromyle et ce réactif ou bien c'est ce mélange qui va me servir pour oxyder les matières grasses contenues dans les tubes et la verrerie de laboratoire. Donc, je vais faire réagir mes ions argent avec le chromate de potassium plus l'acide sulfurique concentré. J'obtiens le chlorure de chromyle rouge, hein, plus le sulfate d'argent, plus bien sûr de KCl et de l'eau. Donc, si j'obtiens la chloration rouge, hein, ça veut dire que j'ai identifié mes ions chlorure. Donc, si je prends une solution qui contient des ions chlorure à laquelle j'ajoute un mélange de chromate, de potassium et d'acide sulfurique concentré, et j'obtiens une solution rouge, je confirme la présence d'ions chlorure dans ma solution. Je passe à la conversation. Ah, c'est quoi l'intérêt de l'ammoniac? Depuis tout à l'heure, j'explique l'intérêt. C'est pour faire la différence. Hein. C'est pour faire la différence. Je peux par exemple utiliser le plomb. Hein. Je peux utiliser le plomb par action pour caractériser les chlorures. J'utilise le nitrate de plomb. J'aurai un précipité de PbCl2. Hein. Donc PbCl2, il est insoluble dans l'ammoniac. Donc c'est pour confirmer la présence de mes ions chlorure avec l'argent, j'utilise l'ammoniac, puisque seul le chlorure d'argent est soluble dans l'ammoniac, puisqu'il forme un complexe soluble d'ammoniac. D'où son intérêt. D'accord? Comme vous dit, comme réaction de caractérisation, on utilise l'argent. Nitrate d'argent additionné au chlorure va donner un précipité HCl soluble dans un excès d'ammoniac. Si nous avons par exemple dans notre liquide ou bien réactif du plomb, hein, si nous avons du plomb en solution, le plomb peut réagir avec Cl-, donner un précipité blanc
D'ailleurs, on peut séparer entre PbCl2 et AgCl. Hein, PbCl2, c'est amorphe et AgCl, c'est cailleboté. Vous l'avez vu au TP. Mais AgCl est beaucoup plus soluble que PbCl2 dans l'ammoniac. D'accord. D'ailleurs, on utilise l'ammoniac, si vous vous rappelez, on utilise pour séparer entre l'argent et le mercure. Deuxième étape. On vous dit pour séparer entre l'argent et le mercure aux travaux pratiques, on utilise un réactif différentiel qui est l'ammoniac. Donc, seul AgCl est soluble dans l'ammoniac. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise l'ammoniac. Je ne sais pas si comment Noordhen arabe. Noordhen. Vous avez compris Noordhen. On passe au bromure. Bromure. Pour précipiter des bromures, également, on peut utiliser l'argent sous forme de nitrate. Donc, je prends mon échantillon auquel j'ajoute le nitrate d'argent. Il va se former un précipité brun, spécifique au bromure d'argent. Ce précipité, pour le confirmer, j'utilise le thiosulfate. Alors là, j'ai fait une bêtise. Vous corrigez. Sur la diapo, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, un complexe de thiosulfate d'argent plus Cl-, c'est plus Br-. Vous corrigez. Je ne sais pas si je peux le corriger. Alors, très bien. Alors, non, B, R, alors, police, exposant, je mettrai moi. Très bien. Je passe à c'est noté. Vous avez corrigé. Est-ce que c'est apparent sur la diapo? Donc, les ions. Alors, très bien. Oui, on fait des bêtises parfois. Donc, pour les ions bromure, je disais que j'utilise le métal de transition, l'argent. Donc, je vais utiliser le nitrate d'argent. Donc, additionné à ma solution supposée contenant donc les ions bromure, je vais avoir un précipité, ou bien j'obtiens un précipité brun de bromure d'argent. Pour confirmer, j'ajoute le thiosulfate de sodium, thiosulfate de sodium, et il va seulement précipiter, va se solubiliser ou bien se dissoudre en formant donc le thiosulfate d'argent, AgH2O3, 3 fois moins, plus Br-. Ou bien, j'ai la deuxième réaction qui se fait donc en phase solide. La première réaction, c'est en phase liquide, les bromures. C'est en solution. Ici, j'ai un bromure solide, tel que le bromure de sodium. Donc, je vais additionner auquel j'additionne l'acide sulfurique. Il va se former deux réactions. D'abord, dégagement d'HBr plus formation de NaHSO4, l'hydrogénophosphate ou bien le phosphate monosodique. Et de l'autre côté, il va se dégager le Br2, brun, un gaz brun, bien, plus SO2, qui est aussi un gaz, plus NaHSO4 et de l'eau. Donc, je répète, pour ma caractérisation des bromures, j'ai deux réactions. Pour un bromure en solution, je vais utiliser le nitrate d'argent. J'obtiens un précipité brun
Ce précipité est soluble dans le thiosulfate de sodium pour donner donc un thiosulfate d'argent plus bromure. Deuxième réaction d'identification ou bien de caractérisation utilise un bromure solide, un ABr solide, additionné d'acide sulfurique. Deux réactions vont se produire en même temps. Formation d'HBr, chlorure de bromure, bromure de, bien le bromure d'hydrogène, comme le chlorure d'hydrogène qui est gazeux, plus le sulfate monosodique. De l'autre part, vous avez formation de Br2, un gaz, plus SO2, qui est aussi gaz, et hydrogénosulfate de sodium. Donc, deux réactions, l'une en phase solide, utilise un bromure liquide, et l'autre un bromure solide. Pour terminer, on va essayer donc de caractériser les ions iodures. Les ions iodures, on va utiliser le chlorure mercurique, HgCl2. Donc, je prends ma solution d'iodure à laquelle j'ajoute une solution ou bien le réactif chlorure mercurique. Je vais avoir un précipité rouge brique d'iodure de mercure. Ce précipité est soluble suite à la formation de complexes, puisque tout à l'heure, nous avons vu que parmi les propriétés des halogénures, c'est l'aptitude à la formation de complexes et que des complexes, donc la formation d'ions complexes facilite la solubilisation, tout à l'heure on l'a fait, on l'a vu, facilite donc la solubilisation des précipités. Donc le précipité d'iodure mercurique est soluble dans un XI. Ainsi, nous avons caractérisé les iodures. Et donc, suivant, on termine par les usages. De toute façon, vous avez le polycorpe. Et tout à l'heure, je vais voir s'il y a problème. Je ne sais pas, moi. De toute façon, il est dans la plateforme. Le fluor, il possède l'acide fluorhydrique qui sert à la gravure. Vous avez que les hydrocarbures fluorés, tels que les friands. Vous connaissez les friands, ce sont les gaz utilisés dans les systèmes réfrigérants. Votre réfrigérateur contient un gaz dans le moteur qui est appelé friand. Et ces liquides sont utilisés comme réfrigérants soit dans les systèmes, dans les réfrigérateurs ou bien dans les bombes d'aérosols. Vous avez également le fluorure de calcium qui est utilisé dans les préparations des pâtes dentifrice. Vous savez que le fluorure de calcium à dose de 200 mg pour 100 g possède des propriétés antibactéricides. Le chlore, c'est le plus utilisé des halogènes et est utilisé pour la chloration de nombreux produits organiques contenus purs ou en solution d'eau de javel. Il a des propriétés blanchissantes et désinfectantes. Si vous n'avez pas de questions, je vais donc, on vient de me signaler que 1h30 est passée, je dois donc m'arrêter. Et merci pour votre attention.
clair. D'accord. عم بالك قالوا لي الكود تاعك ما لقيناهش ما نعرف ما عرفوش يدخلوا ولا فيريفيو مازال من هنا انا حبيت ندير ما عم بالي سمعتي قالوا لي ما كانش وشكون وين ممكن تحطوهم؟ مين حطيته في البلاتفورم تبي حتى وقلت لهم في البلاتفورم ما قلت لهمش انا حطيته هم يدخلوا نورمالمون يقولوا لي ما انا قلت لهم في البلاتفورم زعما انا حطيته كانت ساعة ونص شوف 32 يرى هيك 25 32 يعني تبديل المهم انت تفضل 3 و4 يعني بديت رتار شوية رتار صحيح حسبت